Et des fois, je vois des gens, ils me disent, ouais, UFC, je suis là, ouais, frérot, t'inquiète. Ça me sert à rien maintenant. J'ai pas de niveau. Et je vois des mecs qui me mettent dans des classements. Je dis, ah, mais me mets pas dans le classement. J'ai rien à faire là encore. Laisse-moi monter à mon aise. Laisse-moi prendre les combats que je dois prendre. Laisse-moi prendre l'expérience. Et un jour ou l'autre, t'inquiète pas, on va y arriver. Patrick, merci, merci de nous recevoir ici au Venom Training Camp. Avec plaisir. C'est un peu ton fief quand tu viens sur Paris? Ouais, c'est en plus d'être mon sponsor, c'est une incroyable infrastructure et qui est mise en place pour les athlètes Venom. Et il y a du beau monde qui s'entraîne ici. Quand ils sont à Paris, tu as les gars de l'UFC qui viennent. Mais sinon, Nassourdine, Mamov, qui fait sa prépa ici, Benoît Saint-Denis, avec qui on va tourner après, et pas mal d'athlètes. Donc, on va revenir sur les dates importantes de ta vie et de ta carrière. Ouais, je suis prêt, mon gars. On va partir sur la première, Okay. 26 mars 2001. Ah, je suis né. Tu nais à Namur. C'était comment de grandir là-bas? Bah, grandir dans le 5000, c'était violent en vrai, parce que c'était cool. On a été une grosse majorité de jeunes du même âge, c'est-à-dire entre des 2003 et des 97, donc 97, c'est comme ça que vous dites? 97. Ouais, 97. Hein. Bah, on était beaucoup de jeunes garçons. Du coup, ça veut dire qu'on était une génération de fous. Et en vrai, tu grandis, t'es au quartier, tu fais 400 coups, tu joues dehors au foot, papa, c'était trop stylé. Et en plus, dans cet entourage-là, il y avait des combattants de MMA. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que nous, on était du tempérament un peu bagarreur. Du coup, ça nous a dirigés vers le MMA à la fin. Parce qu'on a tous fait du foot, mais à un moment donné, il y en a, ils étaient, ah non, c'est pas fait pour ça le foot, mon gars. Du coup, là, maintenant, ce qui ressort de la ville, t'as Movsar Ibragimov, qui a fait champion d'Europe IMAF, qui est 4-0 en pro, 4 finish, premier round. T'as Steven Cheyou, qui est 2-1 en professionnel. Et donc, du coup, nous, on est tous les trois de Namur. Issu de Namur, et en plus, il était double médaille de bronze au championnat du monde IMAF aussi. C'est fou quand même, tous les trois de Namur, tous les trois traîner ensemble quand vous étiez jeunes et vous arrivez au sommet, enfin au sommet en tout cas, à un niveau pro. Ouais, ce qui était le plus drôle, c'était vraiment les championnats du monde. Parce que dans l'équipe belge, on était tous les trois en même temps. Ouais. Et on combattait tous les trois en même temps. On était tous du 5000, et donc ça veut dire, je crois, sur 7 combattants alignés de l'équipe nationale, t'en avais 3 qui venaient de Namur, quoi. C'est fou. Hein. Ouais, là, c'était stylé. Et donc, justement, tu l'as dit, tu te diriges pas directement vers le MMA, tu commences par le foot et puis après tu arrives au MMA. Ouais. Tu commences le MMA, tu as 16 ans, environ en 2017. Ouais. C'était comment les premiers entraînements? Ah bah du coup, les premiers entraînements en MMA à Namur, en fait, on n'avait pas d'infrastructure en tant que telle. Du coup, ce qui était assez compliqué, c'est qu'on n'avait pas de salle de MMA. Par exemple, moi, la première fois que j'ai vu une cage, c'est quand je suis arrivé sur la capitale de mon pays, et j'avais déjà 17 ans, et je crois que la première expérience que j'ai eue dans une cage, c'était mon premier combat à 16 ans, quoi. Ça veut dire que nous, à la base, on s'entraînait dehors. On avait une genre de citadelle avec une petite forêt, on s'entraînait là. Parce qu'on n'avait pas de salle à disposition, et en fait, on était débrouillards. Débrouillards motivés avec beaucoup de motivation, peu de moyens. Mais quand tu as la motivation que tu es jeune, bah, tu peux plus te déplacer parce que tu as moins de responsabilité, tu vois. Tu n'as pas d'enfants à ta charge, tu n'as pas de loyer, tu es chez tes parents. Mais c'est vrai que pour évoluer, après, ce n'était pas les dispositions idéales. Et moi, je l'ai vite compris, donc à 17 ans, j'ai pris mon sac à dos et je me suis dit, il faut que je parte sur la capitale. Tu pars sur la capitale et tu vas voir les Red Kings? C'est ça, j'arrive et je rencontre surtout principalement mon coach Tarek Sendo, qui s'est principalement et uniquement occupé de moi de mes 17 ans jusqu'à maintenant. Et c'était 1h30 aller, 1h30 retour, que du travail. Et beaucoup d'années de sacrifice, et maintenant on est là. Tu parles justement de Tarek. Directement, ça a accroché entre vous? Ouais, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai vu, j'ai vu un coach qui s'occupait de tout le monde. Tu vois, l'équipe, tu vois, il y avait les pros, il y avait les jeunes, c'était très séparé, et tout le monde n'était pas avec tout le monde. Et là, tu avais un coach qui s'occupait de tout le monde, qui donnait l'heure à tout le monde, qui disait bonjour à tout le monde. Et ça, c'était cool. Bah justement, je crois que Tarek, il a un petit message, il a une petite question pour toi. Ah ouais? Alors on va voir s'il a une bonne mémoire. La phrase qu'il m'a dite exactement après son premier KO. Ah, ouais, la phrase. En fait, c'est ça. Ça, j'espère qu'on va pas attraper ma veste parce que des fois, je dis des trucs après les combats avec l'adrénaline. Arrête, les gens, ils sortent un extrait de l'interview et allez, c'est parti. Il est arrogant, machin. Mais en gros, pour recontextualiser, je suis championnat d'Europe, premier fight. J'arrive, le mec il est en face de moi, je sortais de saison avec plusieurs défaites, 7 annulations de combats, donc j'avais pas eu beaucoup de combats, j'avais pas pu vous montrer ce que je valais, j'avais beaucoup de doutes. J'étais en mode vas-y, peut-être je vais arrêter le MMA, ça me saoule en vrai, je suis pas si fort que ça. J'ai été au championnat d'Europe avec trop de haine, ça veut dire le mec, je suis arrivé 9 secondes. J'ai une patate. Tu sais la patate que je lui ai mis, mon frère, je suis sûr, il est tombé sec. Et en fait, Tarek, il arrive en mode ouais, premier KO de ma vie que je mets, premier KO. Moi, il me dit ouais, c'est comment et tout. Parce que d'habitude, les gens, ils explosent sur le premier KO de ta vie, tu sautes de joie et tout. Et moi, je l'ai regardé, j'étais froid. Je dis, je vais tous me les faire, ça y est.
Ah, j'avais trop le seum. En fait, parce que les championnats d'Europe, il faut comprendre que tu dois gagner tous les jours pour être champion d'Europe. Et tu as 5 combats. Si tu célèbres le premier comme si tu avais gagné, bah, si tu te fais éliminer le lendemain, ah, vas-y, ça craint parce que tu as juste mis un KO, mais demain, ça y est, ciao, rentre à la maison. Du coup, dans ma tête, j'étais focus. Donc, quand je lui dis ça, je dis, eh, je vais tous me les faire. C'était un par un. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 4 jours consécutifs, j'ai mis KO les 4 mecs, tu vois. Et c'était une dinguerie. Et je me rappelle, ce moment-là, c'était. Et j'avais aussi la rage parce que je célébrais pas. Parce qu'en Belgique, on devait payer pour y aller. Les autres pays, ils avaient les instances qui payaient. Je sentais qu'on comptait pas sur moi parce qu'on me dénigrait un peu. Du coup, j'avais envie de prouver à tout le monde, en fait. Ouais. Donc, ce KO, c'était vraiment pour fermer des bouches. Et donc cette petite phrase à chaque fois. Ouais, je vais tous me les faire. Ça a été la seule fois où j'ai sorti une phrase comme ça avec cette intensité-là, quoi. Et donc on était là du coup à ta rencontre avec Tarek en 2018. 2019, c'est le moment de tes premiers combats officiels. Ouais. Ceux qui sont sur Tapology. Ouais, c'est ça. En MMA en amateur, parce qu'avant tu étais en 4-0, tu avais déjà fait 4 combats. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 combats teenagers Ouais. à Namur avec mon club de Namur. Du coup, là, on allait à l'arrache. Franchement, on allait en bonne chance. On combattait à Charleroi, dans des gymnases comme ça. Avec, tu sais, il y a un terrain de basket. Et sur le terrain de basket, ils posent une cage au milieu. Et puis, j'ai fait 2 autres combats. Mais le truc, c'est qu'en Belgique, avant le Covid, il y a plein de combats qui n'ont pas été répertoriés sur Tapology. Du coup, moi, j'ai 6 combats qui ne sont pas répertoriés. Du coup, moi, en amateur, mon record normal, le vrai, il est 27-6. J'ai 33 combats amateurs, 27 victoires et une vingtaine de finishes, je crois. Et c'était comment ces premiers combats chez les amateurs? Franchement, les 2 premiers, en fait, à 16 ans, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Le premier, j'ai mis une droite, j'ai fermé les yeux parce que j'avais peur, il est tombé. Et j'ai gagné comme ça avec de la chance. Et le deuxième, j'ai mis une clé de bras contre un mec du MMA Factory. Et puis après, ils m'ont fait une dérogation. Ils ont dit, ouais, pour teenager, t'es trop avancé, donc tu vas combattre en adulte à partir de 17 ans. Du coup, j'ai dû signer un papier par l'arbitre national de la BMAF qui m'a fait signer un papier via mon père, parce que j'étais mineur. Et donc là, j'ai dû combattre avec les adultes. En amateur avec les petits gants. Dès 16 ans. Ouais, 17 ans. 17 ans. Et donc mon premier combat en amateur, c'était contre un gars de l'équipe du Da Vinci Valon Team. C'était un coéquipier de Oki Bolaji maintenant qui est à l'UFC. Donc une grosse équipe et il avait 24 ans, je me rappelle, un Albanais super musclé et j'avais super peur. Mais j'ai gagné, donc ça va. Mais c'était marrant parce que moi je faisais 67 kilos, j'étais comme ça quoi. En plus j'étais un petit gamin, c'était des mecs 25, 26 ans bien musclés, c'était spécial. Et justement, après ces victoires, tu as eu une passe en amateur où en fait tes 2 premiers combats rankés sur Tapology, Ouais, c'est ça. c'est 2 défaites. Ouais, c'est ça. Comment c'était On va dire que la première défaite, j'avais 17 ans, donc j'étais 4-0. Mon coach a voulu me mettre une gifle de réalité et m'a fait affronter un gars qui était 3e championnat du monde IMAF, qui avait trentaine de combats amateurs, qui s'appelle José Texera. Il s'entraîne dans un club au Luxembourg. Il est passé pro juste après moi, vous pouvez taper son glace, vous allez voir le record qu'il avait. Et le dernier fight amateur, c'est moi, quoi. 17 ans, 4-0, J'ai regardé rien tout à à l'heure. voir. En plus, c'était short notice parce que moi, mon adversaire avait annulé en jeune. Lui, son adversaire avait annulé aussi. Personne ne voulait l'affronter, du coup, moi, j'ai été. Et je me suis fait arracher. Oh, le fight est sur YouTube. Et en vrai, quand je regarde la performance, pour mon âge et ce que j'avais fait dans la cage, ça va. La vérité, ça va. Techniquement, j'ai mis des takedowns, j'ai essayé de frapper et tout alors que je connaissais encore rien du MMA. Par rapport à lui, où il est passé pro juste après moi, quoi. Ça veut dire que c'est comme si tu me comparais au moi, quand j'ai fini ma carrière IMAF et que tu me mets contre un mec qui était 4-0, qui avait 0 expérience. Les mecs qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience, malheureusement, qui m'ont affronté, je les ai fait dormir. Il y a un gap quoi. Et ouais, et franchement, c'était. Même en termes de maturité psychologique, physique, il était plus musclé que moi, plus vieux, plus dense. Ouais, c'était quand même compliqué. Justement, il y a Youssef Bouguenem, je crois qu'il y a une question à te poser à ce sujet. Ah, Youssef, l'ancien. C'est une grosse légende du MMA et de la Muay Thai, pardon. Et pour la Belgique, pour nous les Belges, on n'a pas beaucoup de grosses légendes. Du coup, quand on en a une comme ça, on est super fiers. Salam alaikum. J'espère que tu vas bien, Patrick. Bon, j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce qui t'a fait continuer les MMA malgré les débuts difficiles en amateur? C'est vraiment un bon. Sa question elle est intéressante du fait que pourquoi j'ai continué. En fait, j'avais plus la rage quand je perdais de me dire je fais pas partie des mecs bons. Je me comprenais pas pourquoi moi je fais pas partie des mecs bons et que surtout je voyais les mecs à côté de moi dans mon équipe, on avait un ratio de victoire assez élevé de plus de 90%. Du coup, tu sais, dans le sport, c'est ce que j'aime bien et la beauté du sport, c'est que c'est uniquement sur les performances. T'es bon, tu montes, t'es pas bon, tu descends, tu vois. Et donc, tu vois les mecs qui sont bons, tu vois les mecs qui sont pas bons. Il n'y a pas de couleur, ethnie, âge, t'es une femme, t'es un homme, t'as 17 ans, t'as 30, et ça n'existe pas.
T'es bon, t'es pas bon, performe. Et en fait, moi, je savais que j'étais pas bon, quoi. Donc, j'avais le démon. J'étais en mode, comment ça, je suis pas bon? Genre, et j'arrivais pas à l'accepter. En fait, je refusais d'accepter le fait que je sois pas encore bon. Et c'est ça qui m'a pas fait lâcher. C'est que je me suis dit, un jour ou l'autre, vas-y, moi, je vais être bon aussi. En fait, psychologiquement, je refusais d'accepter l'idée que je puisse pas faire partie des mecs qui seront bons. Et donc, du coup, j'ai dû travailler peut-être 2-3 fois plus dur parce que j'ai eu pas mal de revers en amateur. Mes 6 défaites m'ont vraiment beaucoup appris. Et maintenant, j'ai plus perdu depuis 2 ans. Je suis sur 13 victoires d'affilée et je pense qu'on a appris de nos leçons. Et t'es comme ça dans tous les domaines de la vie ou c'est vrai, tu t'es dit le MMA, non, je suis compétiteur dans tous les domaines de la vie. Après, il faut que le domaine me passionne. Les échecs, ça me passionnait, c'est une de mes passions. J'ai fait champion régional quand j'avais 12 ans. Je veux dire, j'étais passionné, donc je voulais gagner et j'ai toujours été compétiteur. Et c'est dans tout, dans le foot avant, j'étais compétiteur aussi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui me passionne et qu'il y a de la compétition, je vais vouloir être le premier. Après, le reste, si ça me passionne pas, les études par exemple, j'ai des facilités, mais vu que c'était pas ma passion, j'ai plutôt lâché. Tu fonces pas dedans, quoi. C'est ça, j'ai fait, j'ai réussi, mais je vais pas continuer parce que c'est pas ma passion. J'ai préféré me concentrer sur la MMA. Et ça t'a réussi. Ouais, ça t'a réussi. C'était un pari risqué, mais voilà. Justement, en 2021, alors il y a quelqu'un qui arrive à la Team Sendo. Je crois que tu le connais. 2021. Ouais, 2021. C'est fin 2021. Il y a quelqu'un qui arrive à la Team Sendo. Purée, ouais. Pat, mon ref, tu te rappelles la première fois, une des premières fois quand je suis arrivé au club, quand Tarek, après l'entraînement, en fin d'entraînement, il nous a fait tourner ensemble. Je sais pas si tu te rappelles. Je crois que j'ai failli tuer ta carrière ce jour-là. Je faisais tellement n'importe quoi, j'étais en survie. T'avais trop de technique, t'étais trop avancé, il te fait tourner avec un gars, je sais pas, je crois que j'avais facilement plus de 40 kilos de plus que toi. J'étais stock. Rappelle ou pas? Pour ça, toi mon frère, on est ensemble, t'es le meilleur. Non les gars, faut réaliser le truc, c'est que Boris Mbarga Tangana, il va combattre pour la ceinture du coffre en heavyweight. Il est sur 4-0. Il a 13 combats au total parce qu'il en a 9 en amateur. Jamais connu de défaite, invaincu, poids lourd. Et quand il arrive à la salle, je crois qu'il fait 110 kilos. Et moi, à cette époque-là, je fais 70 quelque chose, plus ou moins. Et Tarek me dit tourne avec lui en sparring. Moi, je regarde Tarek comme ça. Je dis, t'as craqué, toi. Regarde son poids, regarde-moi. Tu vois, sa cuisse, je rentre dans sa cuisse, tu vois. Frère, le mec, il était énorme. En fait, c'est n'importe quoi parce qu'à un moment donné, je me rappelle. Je sais pas, sur un truc, j'arrive à l'amener au sol et Boris, il fait ça, il prend mon corps, il fait et je passe au-dessus. Et quand je suis passé au-dessus, j'ai mis mes gants par terre, j'ai dit vas-y, ça y est, moi j'arrête. Moi je dis frère, le mec qui me lève comme ça avec ses bras, tu veux que je fasse quoi? Et en fait, Tarek, c'est un peu, il a toujours été comme ça, à vouloir me tester dur avec la mentalité, me faire des sparring très durs, très tôt, mais bienveillant, mais toujours avec des mecs pros vraiment beaucoup plus forts que moi. Ce qui fait que quand j'arrive en combat, moi je suis un mec qui a pas peur de dire que ça fait peur de combattre quelqu'un. Mais tellement j'ai des sparring durs que quand j'arrive en combat, en fait, je me dis, mais mec, toi, en fait, je me dis, toi, c'est sûr, t'as pas eu plus dur que moi. Je te vois tourner avec tes gars, ça va, tu vois. Moi, je tourne avec des mecs, je me dis, là, actuellement, je tourne avec des mecs qui sont top 15 UFC, tu vois. Je me mets dans des trucs, dans des bourbiers où des fois, je me dis, attends, ça fait qu'un an, je suis pro. Là, je tourne avec un top 30 mondial. Enfin, bien sûr que je vais pas autant stresser que maintenant quand je vais te combattre toi. Je suis plus serein parce que je me dis, attends, j'arrive à faire ça contre eux. Oh, contre toi, ça va être... Ah, bonne chance mon gars. Mais dans le dur pour être facile le jour du combat. C'est ça. Entraînement très très difficile pour avoir facile le jour du combat parce que j'ai le même stress vu que je tourne face à eux comme si j'allais combattre. Parce que je sais que c'est genre la moindre erreur, ils vont me mettre KO, ils vont pouvoir me faire vraiment mal, tu vois, tellement ils sont forts que j'ai un stress qui est limite approximatif, très proche du stress de combat quoi. Ouais, c'est fort et du coup c'est Tarek te pousse là-dedans et tu vas vraiment chercher cette mentalité de travail et de discipline qui est omniprésente chez moi et que les gens qui me voient m'entraîner, les coachs, que ce soit Johnny, Nicolas, ils pourront vous le dire, la mentalité, en fait, surtout quand tu as un jeune qui explose, on va dire, sur la sphère médiatique, comme c'est arrivé pour moi, ben, c'est très dur de garder les pieds sur terre. Parfois, tu vois, on voit qu'il y en a qui, vas-y, ils vont commencer à être plus sur les réseaux, etc. Moi, j'ai immédiatement, le moment où ça a explosé, j'ai mis une équipe qui s'occupe de ça. J'ai même plus envie d'avoir mes comptes des réseaux sociaux. Et moi, je suis à la salle, à charbonner. Et en plus, je suis un mec, si je peux apprendre... Par exemple, je vais voir la sourdine faire un sparring, je vais voir un truc qu'il fait, je dis ah, s'il te plaît, c'est quoi que t'as fait là, nana? Ou bien, un exemple, je crois que c'était lundi ou mardi, on a tourné en sparring avec Benoît. Et sur un truc, il me montre un truc avec le bras sur une défense. Et 2 secondes après, on retourne ensemble et je la place. Et en fait, c'est des trucs comme ça. Moi, j'aime bien aller choper des plus grands parce que c'est eux qui ont vraiment trop d'expérience. Ils sont trop forts. Plus tu t'entraînes avec eux, plus tu vas espérer atteindre leur niveau, quoi. Ouais, et du coup, ça te permet d'arriver au plus haut niveau. Et au plus vite. Et plus vite aussi. Et plus vite, sans non plus griller les étapes. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, tu te mets en difficulté. Et en combat, en fait, tu montes étape par étape.
Parce qu'il y a un processus à respecter en professionnel, faut pas griller les étapes. Et des fois, je vois des gens, ils me disent, ouais, UFC, je suis là, ouais, frérot, t'inquiète. J'y regarde, on a vu le prime des gars de la catégorie lightweight, de ma catégorie. Le plus jeune, dans le top 10, il a 28 ans. Et c'est Saroukian, et c'est le seul. Et c'est le seul. Tous, ils ont plus de 30 ans. Et j'ai 23 ans. Et les gars me parlent de l'UFC. Si moi, je rentre dans l'UFC, c'est qu'à ce moment-là, dans ma tête, le moment où je rentre à l'UFC, c'est que je sais que je peux atteindre le top 10-15 direct. Parce que j'ai le niveau, que je suis prêt et que je vais faire une ligne droite. Ça me sert à rien maintenant. J'ai pas le niveau. Et je vois des mecs qui me mettent dans des classements. Je dis, ah, mais me mets pas dans le classement. On a vu le prime des gars de la catégorie lightweight, de ma catégorie. Le plus jeune, dans le top 10, il a 28 ans. Et c'est Saroukian, et c'est le seul. Et c'est le seul. Tous, ils ont plus de 30 ans. Et j'ai 23 ans. Et les gars me parlent de l'UFC. J'ai rien à faire là encore. Laisse-moi monter à mon aise. Laisse-moi prendre les combats que je dois prendre. Laisse-moi prendre l'expérience. Et un jour ou l'autre, t'inquiète pas, on va y arriver. L'humilité, toujours. Bah, je pense que c'est même pas une question d'humilité, mais plutôt de réalisme. Il faut savoir être réaliste dans ce sport. Et je pense que les gens, en fait, ils mélangent l'arrogance, la confiance, réalisme, humilité. Le fait de dire que tu n'as pas encore le niveau ne veut pas dire que tu n'auras pas le niveau. Je sais que j'aurai le niveau. Je tourne avec des top 15 UFC, je tourne avec des top 30 mondiales, je sais ce que je fais dans la cage. Et si on me demande, etc., c'est que je sais que j'apporte quelque chose aussi. Mais par contre, est-ce que j'ai le niveau? Non. Mais demain, j'ai 23 ans. Si maintenant je fais ça, à mon âge, imagine dans 2-3 ans comment je serai. Avec toute l'expérience que j'aurais pu accumuler. Ah non. C'est pour ça que j'ai confiance en la suite tant que je travaille dur. Si je travaille pas dur, j'aurais pas confiance. On va reprendre le fil du coup de ta carrière. On va arriver, alors c'est du 28 septembre 2022 au 1er octobre 2022. Ouais. Tu sais à quoi je fais référence? Championnat d'Europe. Ouais, championnat d'Europe IMAF, où c'est ce moment-là où tu exploses. C'est l'explosion, donc comme je dis, on sort d'une passe où limite j'étais en train de me dire, et moi je suis quelqu'un, comme je dis, factuel et réaliste, ça veut dire que pour moi, un amateur, être champion du monde, faire partie des podiums IMAF, c'est pas fait pour tout le monde. C'est quasiment des professionnels. Hein. C'est quasiment des professionnels et c'est que 3 personnes dans le monde qui montent sur les marches. Et il y a faire partie du circuit, et puis il y a le gratin. Gratin amateur, t'arrives en pro, gratin professionnel. C'est pas tout le monde. Il y a des gens, ils n'y arriveront jamais. Et tu as des gens, ils sont faits pour ça dès le début. Et tu as des mecs, ils ont dû travailler. C'est pas été des talentueux, etc. C'est des mecs, ils ont dû travailler. C'est pas des prodiges, c'est juste du travail. Et moi, au début, quand j'étais en amateur, mon objectif, c'était d'être sur le top du gratin mondial amateur. Et les championnats d'Europe, ça a été la première, on va dire... je suis même pas arrivé dans l'endroit où on a un peu les gars qui sont dans le gratin. Et maintenant, on va voir qui va sortir sur la plus haute marche, mais j'ai mis un chassé dans la porte, quoi. Parce qu'en mode, j'étais pas invité. C'est comme si en fait on t'invite pas quelque part et tu dis ah, vous m'invitez pas, ben tiens, j'arrive. T'étais pas du tout attendu et t'as créé la sensation. Et c'est ça, quoi. Ça a été vraiment chaos sur chaos, ce qui a été un truc à vivre très spécial parce que tu pouvais pas profiter et t'exciter des victoires parce que si tu te fais éliminer le lendemain, tu rentres à la maison bredouille. Et le pire dans tout ça, et ce que j'aime en étant croyant, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, malgré toute l'excitation du truc, malgré tout les bienfaits que ça a pu apporter, les médias, etc. Dieu m'a rendu humble en me faisant perdre la finale. Pour me dire, tu vas pas gagner comme ça, ce serait trop beau, tu vois. Tu vas pas tout gagner comme ça. Attends encore un peu. T'es pas prêt là, t'es pas encore mature. Peut-être que si là tu gagnais et qu'il y aurait eu un trop grand engouement, ça serait peut-être montré à ton crâne. Donc tiens, perds la finale, ça va te faire du bien. Ça va te donner une rage que tu vas utiliser. Je reviens dans le championnat du monde, je sors en quart de finale sans médaille. Pourtant, je reçois l'award de la performance de l'année et du KO de l'année et le record de KO de l'année aussi. Je dévance des poids lourds, mais quand même, Dieu me dit là, pas de médaille encore. C'est pas pour maintenant. L'année d'après, on revient. Et là, c'est le 2023. C'est ça. C'est très exactement le 25 novembre 2023. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Ouais. Tu deviens, mine de rien, c'est il y a un peu plus d'un an. Ouais. Quoi. Un peu plus d'un an, c'est ouf le chemin parcouru. Ouais, le chemin parcouru en quelques mois, ça va très vite une carrière. Mais le 25 novembre 2023, du coup, tu deviens champion du monde IMAF en battant Javidon Makhmoudov par finish en finale. TKO. Ouais, TKO. Et du coup, c'est une sorte de revanche par rapport aux échecs que tu as pu connaître avant. Incroyable. 5 participations aux IMAF. C'est énorme. Hein. 5 participations, je pense que je suis dans un des athlètes qui a fait le plus de fois les IMAF. 3 fois rentré bredouille, 1 fois vice-champion, 2 fois sorti au premier tour, rentré à la maison, frérot. Et ça, c'est dur à cause de ça. Et champion du monde. Et comme je dis, c'était les graves en fait. Il n'y avait pas plus beau parce que cette compétition, on avait dit qu'on arrêtait l'amateur. Quoi qu'il arrive. Tu avais un ultimatum dans ta tête, tu savais que c'était la dernière chance. Simple, il y a une phrase qui était sur Instagram que Disport Content a mis, qui m'a suivi là-bas, et un grand merci à lui. Il a mis
l'or ou la mort. Dans la tête, c'était ça à chaque combat, l'or ou la mort. Tu rentrais dans la cage. Ouais. S'il fallait là maintenant tout donner et tomber par terre après, c'est ça, mais tout droit. L'or ou la mort. Et ces championnats du monde ont été vraiment très symboliques pour moi parce que, en fait, j'arrive en finale avec un parcours très compliqué parce que ma poule a été la poule la plus compliquée des championnats du monde. Je veux dire, on a mis dans ma poule le champion d'Europe, Omar Tougarev. Actuellement 5-0. 5 finishes au premier round en pro et il combat à l'UAE Warrior. Tchétchène, champion d'Europe, etc. Que j'ai battu. On m'a mis le champion du monde du sambo. Il vient du Tadjikistan. Que j'ai battu. On m'a mis un mec qui était 13-1. Gros lutteur de Suède. Que j'ai battu. Champion national d'Italie. Et de l'autre côté de la poule, on avait plein de gars qui faisaient leur première participation. Et tu avais le favori du tournoi, Tadjikistan, Jovidon, qui lui était tout seul en haut. Et du coup, nous, on était tous les tueurs en bas. Et donc, du coup, ça, c'était un peu en mode. On est tous dans la même poule, donc on va tous s'affronter. Et je vous jure qu'il y a plein de mecs que j'ai battus qui étaient sur le podium. Ouais. 100 fois. 100 fois, 100 fois. Et il n'y a rien qu'à voir ce qu'ils font en professionnel maintenant. Il y a plein de gars que j'ai battus, comme l'Espagnol que j'ai mis la guillotine John Jones. Il est 4-0 au Cage Warrior maintenant, actuellement. Il est en train de fracasser les mecs. Il faut vraiment se rendre compte du niveau qu'il y avait. Et ouais. Le fait que lui soit le favori, le fait que lui soit le gagnant de la Coupe du Monde, que ce soit lui qui a été champion d'Asie, Tadjikistan, on a vu comment ils sont forts. Il y a une vidéo qui tourne avec Merab, le champion du UFC, qui tourne avec un mec du Tadjikistan, un amateur. Il faut voir ce qu'il lui fait en lutte. Ah, les Tadjiks sont très très forts. Hein. Et l'éteindre comme ça, et il tombe vraiment à genoux. Pour moi, c'était incroyable. Surtout qu'il y a eu des rebondissements. Hein. Amené au sol, se relever, bam, troisième round, et le terminer quoi. En plus, tu sais qu'en amateur, contre les Tadjiks, sur le premier round, tu vas au sol, le mec t'emmène au sol, tu sais que t'es dans la merde. Quoi. Ouais, ça va être compliqué. En fait, moi, il savait que j'étais un. Pardon l'expression, mais je suis un chien de la casse. Moi. Frérot, j'ai pas eu de facilité quoi. Moi je mets ma vie en jeu dans cette cage quoi. C'était vraiment ça. Donc j'allais jamais abandonner, jamais. Et j'ai pu poser les gants. J'ai vu tellement de champions le faire. Et là j'ai pu faire la truc de poser les gants amateurs avec la gold, prendre les gants pro et dire les gars, là on vient en pro, mais on a fini le jeu en amateur. C'est pas de j'ai 4 ceintures en amateur, mais elles ne veulent rien dire. Moi je suis factuel. Pour moi les ceintures en amateur ne veulent rien dire. Il y a une compétition qui, pour moi, a du poids. C'est pas pour rien que l'UFC a injecté de l'argent pendant 8 ans là-dedans et que l'UFC regarde qui est champion du monde, c'est les IMAF. T'as les meilleurs mondiaux. Et on a fini le jeu. Je suis passé pro en ayant fini le jeu en amateur et c'était la plus belle des manières, je pense. C'est la plus belle des manières. Et l'année suivante, donc tu es champion du monde amateur en 2023, fin 2023, 2024, tu passes pro. Et quelle année pro? Quelle année pro? Parce que tu fais 5 combats, 5 victoires, 4 finishes. Est-ce qu'au début d'attaquer cette première année professionnelle, tu pensais arriver à 5-0 à la fin de l'année? C'était l'objectif. Y arriver, on ne sait jamais, c'est du MMA. On peut prendre un mauvais coup. Honnêtement, je ne pensais pas prendre des adversaires aussi durs aussitôt. Il y en a que j'ai pris qui étaient quand même, je trouvais, durs et que c'était quand même risqué. Je pense à l'Italien au PFL. Les 2 adversaires du PFL étaient durs quand même. Pacella, sur le PFL Doumbé-Baki. Ouais, était très dur. Cataline aussi était dur, juste que j'avais bien évolué entre les 6 mois. Parce que lui s'y attendait pas, je pense. Il pensait encore à mes dernières performances, mais j'étais déjà plus le même. J'ai toujours voulu prendre des adversaires qui étaient plus haut classés que moi. Du coup, ça nous a valu quelques frayeurs quand même et quelques bonnes guerres. Je pensais pas aussi faire des grosses orgascitos. Ça, c'était un truc que j'aurais pas pu imaginer, les gars. Franchement, autant on peut se dire, vas-y, je vais passer pro, je vais faire ci, je vais faire ça. À la base, moi, j'étais à l'AEF. Tranquillement, je fais mon premier fight pro. À la base, c'était plusieurs fights avec l'AEF. Au final, je voyais le PFL, je suis en Thaïlande, je suis avec des potes et je me rappelle, il y a Paul Dena, il y a Azael, il y a Hugo Vidal, on est tous en Thaïlande comme ça, chill. Moi, je suis parti en vacances, en plus, j'étais monté à je sais pas combien de kilos. Je vois le PFL Paris, je tweet, ah, moi j'ai envie d'être sur la carte. Ouais, mettez Patrick. J'ai 1-0. Rien à voir. J'arrive sur la carte la plus vue du MMA francophone actuel, 20 000 personnes bondées et j'obtiens le combat qui a le plus d'attraction médiatique juste après le main event. Dans la même soirée, je prends 100 000 abonnés. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte. Dans la même soirée, genre du jour au lendemain. T'avais pris 100 000 abonnés sur la soirée? 100 000. Je sors chez moi le lendemain, les gens me demandent des photos. Je suis là comme ça. Je dis, comment ça tu me demandes une photo, frérot? Je vais au snack, ça me prend en photo. Je dis quoi? Ouais, c'est toi avec le chapeau de paille, on t'a vu et tout. La photo chapeau de paille, pour dire le truc, hein, j'avais un petit con. Elle a fait 100 000 likes. Ouais, donc quasiment autant d'abonnés que t'avais, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, mon téléphone, boum, boum, boum. Et je vois tous les médias, Patrick Abirora, la nouvelle pépite, le machin, le futur, le prodige. Et toi, t'es là en mode, wesh, vous avez jamais parlé de moi. Tu vois, d'un coup, tout le monde parle de toi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à vivre. Et c'est très compliqué. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais plusieurs combats planifiés. Ça veut dire que direct après, je combattais. J'avais le Roison Park. Direct après le Roison Park, où je fais 10 000 personnes, je remplis un stade de foot, main event. Au 3e combat pro,
faut se rendre compte du truc. J'enchaîne avec l'Ares. Signature Ares en grande pompe. Je pense pas qu'ils ont déjà fait ça, de présenter un fighter au Dôme de Paris. Ils font... De Paris, il y a le face-à-face. Ouais, ils me mettent en main carte. Je vois des combattants qui sont pas contents. Moi, j'ai rien à voir, les gars, j'ai rien demandé, tu vois. Moi, la carte, je la découvre comme vous, tu vois. Puis je finis ça. Et là, je me dis, ça y est, je vais continuer. Boum, j'ai eu un accident de voiture, ça veut dire. J'ai dû faire une pause. Je me dis, je vais revenir. Boum, la maladie. Et je me retrouve à l'hôpital comme ça, 2 semaines. Couché. Et là, je me dis, ouais, c'est une dinguerie. Je vois des gens, ils ont besoin d'aide pour aller aux toilettes. Tu prends une gifle de réalité. Hein. Tu te dis, mais le MMA, machin, média, hype, oh, Belgium Bomber, machin. Nada, mon frère, t'es sur un lit d'hôpital. T'es en train de crouler là. En fait, tu passes de ça à ça si vite qu'en fait, ça m'a mis les pieds sur terre. J'ai dit, en fait, non, nous, on pense trop qu'on est des super-héros, que machin, on est super fort, mais la réalité, elle te rattrape très vite. Ces soucis de santé, ça t'a permis aussi de pas prendre la grosse tête. Non, en fait, ça m'a mis une gifle. En fait, ça m'a vraiment mis une gifle de hey, calme-toi, mon frère. Hey, demain, ça peut s'arrêter comme ça, le MMA. Si même maintenant, demain, je me casse la jambe, qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, tous les gens qui parlaient de moi, c'est fini, ça y est, je suis plus dans le roster, c'est fini. Il y aura d'autres combattants. Et j'ai eu 6 mois d'écart entre le 14 juin et le 14 décembre exactement, parce que les 2 dates, c'était un 14. Et je suis parti au Canada, j'ai charbonné. J'ai fait que charbonner. D'abord Los Angeles chez Freddy Roach en anglaise. Et j'étais avec des amis à moi, en plus Sofiane Pamar, dont son petit frère est vice demi-finaliste des championnats du monde de CrossFit. Du coup, il m'a fait une préparation physique qui était énorme en montagne. Après, en boxe anglaise avec Freddy Roach. Après, je suis parti au Canada, plus d'1 mois, avec Firas et Georges. Georges, on précise, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Juste ça. Ouais, c'est une grande légende, mais je veux dire, on a vraiment une relation au-delà extra-sportive. C'est vraiment une personne qui compte sur ma carrière, qui prend soin de ma carrière. Firas, on a vraiment, c'est pas qu'on a rejoint la team Tristar, mais il est vraiment très probable dans peu de temps que Firas soit dans mon coin aussi. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point maintenant la connexion est réelle. D'ailleurs, ils suivent tous mes combats. Ils m'appellent toujours pour me donner des débriefs, que ce soit Georges Saint-Pierre ou Firas, etc. Et du coup, en fait, je suis rentré, j'étais plus le même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai fait que des camps à Paris, où j'ai tourné avec les plus gros noms du MMA français. Et j'ai vraiment vu la différence. Et j'avais hâte de combattre pour pouvoir montrer ça. Et je voulais absolument combattre, en plus avant 2025, pour pouvoir dire, ah, j'ai fait 5-0. Mais j'étais là, il me faut un adversaire qui est bon, que les gens connaissent. Et je pense que lui, le dernier, m'a sûrement sous-estimé en pensant que j'étais un jeune qui a eu de la hype parce qu'il y a un buzz, parce qu'il n'a pas vu ma carrière, parce qu'il s'est peut-être pas rendu compte que quand un gars a 33 combats en amateur, ce qui est énorme, je fais partie des plus gros palmarès amateurs, qui fait champion du monde, ça fait 5 ans qu'il trime, c'est pas un mec talentueux. Un mec talentueux, c'est un prodige. C'est un mec qui vient, il roule sur tout le monde et il fait une ligne droite. En 1 an, 2 ans, il a fini ça. Donc du coup, c'est un différent mindset. Et je pense que c'est là où son erreur dans le combat face à moi était là. C'est que il était black belt, il avait 4 KO, un vaincu en amateur, 4 finishes en pro, l'anti-style pour moi, beaucoup plus d'expérience, entraîné par Karl Amoussou. Sur le papier, ça faisait beaucoup. Et il allait m'apprendre la réalité. C'est ce qu'il disait. Il voulait te rendre humble. C'est ça. Mais du coup, je me disais, mais comment tu peux rendre humble quelqu'un que tu connais pas? Et surtout, sur quoi tu te bases? Parce que si tu te bases sur des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est les vidéos de mes performances. Donc si à partir du moment en tant que combattant, tu peux pas poster tes performances, là, je comprends pas. Si tu peux pas expliquer tes performances, si je dis je l'ai éteint, ben je comprends pas non plus parce que je l'ai éteint. Donc si je peux pas le dire, mais sinon si on voit bien même sur ce fight là, si j'étais un trash talker, j'aurais parlé. Pourtant j'ai pas du tout parlé parce que c'est pas mon état d'esprit, c'est pas mon style. J'avais un petit sourire en coin et je me disais on verra dans la cage. On verra c'est qui fera le premier pas en retrait. On verra c'est qui le premier qui va commencer à perdre son sang-froid. Parce que moi j'étais très serein. J'ai même fait des petites danses comme ça, des trucs comme ça. J'étais en train de kiffer. Parce que pour moi, c'est un game de level. C'est pas une question d'âge, ni de ce que tu as fait, ni black belt ou je sais pas quoi. C'est le niveau le jour J dans la cage. C'est le niveau. Une black belt, tu vas pas amener au sol. Et tu as essayé. C'est pas que t'as pas essayé. Tu as essayé, tu n'as pas réussi. Je peux te jurer que j'ai eu des mecs, des lutteurs aux IMAF. Le niveau de lutte des champions du monde IMAF issus du Caucase, c'est un niveau qu'on retrouve qu'en professionnel. À très haut niveau. Les Tadjiks, les Kazakhs, c'est vraiment... Et si ces mecs-là m'amenaient plus au sol, t'allais pas m'amener. Et je me disais, ok, donc si tu m'amènes pas au sol, on va rester debout. Et debout, qu'est-ce que tu vas me faire? Ta sérénité au moment d'aborder le combat, tu l'as transcrite dans la cage. Et... Parce que ça sert à rien de parler pour rien. Je préfère être factuel et réaliste. Je me base sur les faits et je me base sur qui tu as affronté. Je pense que tu as déjà affronté des strikers ou des types comme ça. Moi, j'ai déjà vu toi
en 10 fois meilleur face à moi à la salle. Tu relativises quoi. Donc je me dis, ça va. Toi, je pense pas que tu as affronté des mecs comme moi encore. Du coup, ce que toi, tu avais affronté, je l'avais déjà fait. Mais est-ce que toi, tu avais déjà eu des mecs comme moi? Je pense pas. Et du coup, c'était ça le truc qui a un peu joué en sa défaveur et surtout sous-estimer quelqu'un, je pense. Faut jamais sous-estimer un MMA. Quoi qu'il se passe, qu'il soit plus jeune, que tu aies l'impression, jamais sous-estimer. Tu sais jamais en fait. Parce que même ce que tu vois sur les vidéos, en 6 mois, le mec peut avoir évolué. Sur la vidéo, peut-être que la vitesse, elle n'est pas réelle. Parce que le KO, il a été vite. Hein. Mais il y a même, c'est l'angle de caméra qui fait qu'on ne voit même pas le point partir. Bien sûr, mais même sur d'autres angles, on voit la droite elle va très vite. Du coup, des fois, il ne faut même pas se fier aux vidéos où la vitesse sur la vidéo n'est pas la vitesse réelle. Et donc, tu finis 2024 sur un 5-0 et 2025, tu attaques d'entrée. Ouais. Fight and Furious, le 7 février prochain. À Metz. À Metz, donc pas trop loin de la Belgique. Non, pas trop loin pour une fois. Pour une fois, ça fait plaisir parce que on l'a vu, hein, même au PFL, j'avais énormément de supporters belges qui étaient venus. Quand j'étais dans le public, c'était un bordel, c'est quoi pas possible. Et je me sens très béni d'avoir autant de gens qui sont à mes côtés et qui me supportent. J'ai des cars qui viennent, quand je combattais à Rennes, etc., ils faisaient 10 heures de route, les gens. Enfin, faut se rendre compte, faire 10 heures de route pour quelqu'un que tu connais pas, c'est quelque chose de fort et donc ça fait très plaisir. Ça me tenait à cœur d'avoir un fight un jour en Belgique, il y en aura un, mais du coup là ça fait plaisir de combattre à 2 heures. Du coup c'est 2 heures de route pour les gars de l'équipe, c'est super cool et je pense que c'est bien pour ce fight là le prochain parce que c'est un combat qu'on avait accepté parce que c'était une opportunité exclusive, donc c'est-à-dire c'était un single shot, donc un one shot, donc un seul combat au FAF. Ils avaient pris Youssef pour la première édition, donc ils avaient pris l'ancienne génération belge. Du coup là, ils pensaient à faire la nouvelle génération belge, on s'est dit pourquoi pas. Et ça nous permet de rester actifs en sachant que le PFL, même lorsque le fight avait été accepté, on n'avait pas encore signé avec le PFL. Et du coup, on savait aussi que le PFL en 2025 ne viendrait pas en début d'année directement. Du coup, en voulant rester actif, c'était un bon compromis. On s'est dit, on fait celui-là et on enchaîne directement avec le PFL. Et là, c'est parfait, quoi. Ça me permet de rester actif. Et si tout se passe bien, Inch'Allah, Dieu le veut, ben, je serai 6-0 en 13 mois presque d'activité en professionnel. Et c'est fort. Et tu l'as dit, du coup, tu es un athlète du PFL également. C'est quoi l'objectif en 2025 au PFL? Là, le PFL, j'ai un combat en mai, normalement. Ouais. Normalement, je combats en mai. En tout cas, ils vont faire une carte à Paris, ou en tout cas en France, je serai dessus. De toute manière, vous connaissez le pirate, hein. On sera là. Dès qu'il y a des bons coups, on est là. Et ouais, la vraie dinguerie, la vraie de vrai, c'est que tout doit bien se passer d'ici là. On doit continuer à gagner, mais on a réussi à leur faire considérer et ils vont venir en Belgique. C'est gratifiant parce qu'en Belgique, on n'a jamais eu de gros orgas qui soient venus encore. On n'a pas eu... On n'a pas d'UFC, même des gros orgas majeurs, on n'a pas encore eu. Du coup, là, avoir la deuxième mondiale, c'est quelque chose de très spécial. Je pense que les gens, petit à petit, en tout cas les gens du milieu, je vois qu'on m'appelle pour des sparring sessions, on m'appelle pour préparer tel gros nom du MMA à mon petit record, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et je pense que le grand public aussi, je pense que le dernier combat a beaucoup joué pour faire réaliser mon niveau aussi. Et du coup, ça fait plaisir parce que et le PFL, et les fans, et etc., la sphère du MMA commence à réaliser. Et comme je dis encore, j'ai que 23 ans, j'ai énormément de choses à apprendre. J'ai énormément de choses à travailler. Mais je pense qu'avec cette mentalité, en restant sur le droit chemin du travail, et juste être à la salle, et essayer d'évoluer dans les combats, et de vraiment avoir un entraînement 10 fois plus difficile que mes combats, à un moment donné ou à un autre, je vais devoir affronter des très gros noms. Et je serai déjà préparé depuis l'âge de 23 ans. Et du coup, c'est ça. C'est mentalement se préparer sans relâche, à être prêt pour le haut niveau. Et ça passe par plusieurs étapes, ça passe par plusieurs abnégations. Et je pense que la partie la plus importante, c'est l'entraînement. Et bah écoute, je pense que c'est une très bonne conclusion à cette interview. Merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. plaisir. Et puis on te souhaite le meilleur du coup pour le 7 février. Ouais, le 7 février. FAF, et puis et ensuite au PFL. C'est ça, le 7 février au FAF, les gars. Prenez vos places parce que vraiment là, elles sont en train de bien partir. C'est les arènes de Metz, c'est pas loin de la Belgique. Main event. Je partage la carte avec Yacine Bouganem, Karim Gaji, donc il y a des beaux noms du Muay Thai qui font leur transition MMA. Et je peux vous jurer que tout le monde là est en train de s'entraîner vraiment dur. Et c'est pour vous donner du beau show. Et moi, tout ce que je peux vous promettre, c'est s'il me donne l'opportunité, flashball dans le crâne. Hein. Vous me connaissez d'office. Et merci à Hypercut pour l'interview. Merci André, merci encore à toi. Et puis on se retrouve du coup le 7 février. Le 7 février, par Parfait. Banks.